Bonjour à tous et bienvenue dans 2022 l'invité, votre rendez-vous politique créé spécialement pour le Salon international de l'agriculture. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Emerger, la chaîne YouTube d'Emerger également et la chaîne YouTube de Power Boost. Chaque jour jusqu'à la fin du salon, nous recevons un membre de la classe politique et aujourd'hui notre invité c'est vous. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le candidat du Parti communiste français à l'élection présidentielle. Avec vous, nous allons revenir sur la situation évidemment en Ukraine alors que de nouvelles sanctions ont été mises en place contre la Russie. Une guerre qui fait passer évidemment la campagne présidentielle au second plan, un sujet que nous évoquerons aussi. Et enfin, nous conclurons en vous questionnant sur votre programme en ce qui concerne l'agriculture. Pour agir à l'émission, un seul hashtag, le hashtag 2022 l'invité. 2022 l'invité d'ailleurs avec Fabien Roussel, c'est parti. Fabien Roussel, pour débuter cette émission, on aime bien faire les présentations dans 2022 l'invité. Alors même si on vous voit beaucoup dans les médias ces derniers mois, candidature à l'élection présidentielle oblige, Bastien Cochet est là pour vous dresser votre portrait à ceux qui ne vous connaissent peut-être pas forcément. Bonjour Bastien. Bonjour Raphaël, bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Ou plutôt Fab, parce que j'ai envie de vous tutoyer tellement votre capital sympathie est fort lors de cette Allez-y, il n'y a élection pas de gêne. présidentielle. Vous, le candidat de la France des jours heureux, vous êtes même devenu le candidat préféré, même par les gens de droite. Pourtant, vous avez un parcours assez attendu, famille communiste, même pas une petite rébellion à l'adolescence pour rejoindre le Front National. C'est assez décevant. Votre mère travaillait quand même dans une banque, vous auriez pu suivre les mêmes pas qu'Emmanuel Macron, mais non. Mais il faut rappeler que je m'adresse quand même à un ex-confrère, puisque vous avez passé un passé de journaliste à l'Humanité et pour France 3 dans votre jeunesse. Dommage que Mediapart n'ait pas existé à l'époque, ça aurait fait un entretien d'embauche assez fameux, vu vos relations ces derniers jours. Alors, si j'étais mauvaise langue, je me dirais que vous aurez quand même bénéficié de quelques pistons dans votre vie, puisque votre père était lui aussi à l'Humanité et que vous étiez ami avec le fils de Georges Marchais, l'ancien secrétaire général du Parti communiste français. Vous êtes d'ailleurs un peu son fils spirituel à Georges Marchais, avec beaucoup plus de sympathie quand même, mais avec 3 fois moins d'intention de vote pour l'instant, comme quoi les Français préfèrent peut-être se faire crier dessus de temps en temps. Et oui, pour les plus jeunes qui nous regardent, et oui, ça existait, un candidat du Parti communiste à plus de 15%. En tout cas, Fabien, je suis ravi de vous revoir, puisque je vous ai déjà croisé il y a 3 ans, c'était à la fête de l'Humanité. Si vous ne vous en souvenez pas, je ne vous en veux pas, il faisait chaud et la buvette était ouverte depuis très tôt. Et votre attaché vous a même supplié de ne pas faire de blagues pendant l'interview. Alors, loin de moi l'idée de dire que vous avez un problème avec l'alcool, mais entre nous, le roussellement, pour reprendre le ruissellement d'Emmanuel Macron, dites-moi, vous n'avez pas eu cette idée à jeun quand même, de prendre le roussellement? Bref, Fabien Roussel, vous l'aurez compris, c'est le partenaire idéal pour passer la journée au salon de l'agriculture ou déguster une salade de pommes de terre au hareng au camping. C'est vraiment votre plat préféré. Mais beaucoup ont l'air de penser que face à Poutine, par exemple, la bonne humeur ne suffirait peut-être pas à stopper une guerre nucléaire. Peut-être que la solution, finalement, Fabien Roussel, c'est de l'inviter à prendre l'apéro. Au cas où, vous apporterez un bon vin rouge ou vous le laisserez imposer la vodka? Non, le vin rouge d'abord. Très bien, eh ben, on passera au vin rouge. Alors. Merci beaucoup pour ce portrait, Bastien Cochet. La crise en Ukraine continue alors que l'Union européenne a débloqué hier 450 millions d'euros pour armer la capitale Kiev. On voit ça avec vous, Adrien Hardy, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour Fabien Roussel. 450 millions, c'est suffisant? C'est d'abord un geste important mais unique. C'est la première fois que l'Union européenne décide de déployer des armes dans un conflit. Et donc, en faisant ce pas-là, il y a d'un côté le besoin d'apporter de l'aide au peuple ukrainien qui aujourd'hui résiste contre l'invasion russe. Il y a aussi Mais est-ce que 450 millions, c'est suffisant pour venir en aide à l'Ukraine? Mais aujourd'hui, je pense que tout doit être mis en œuvre d'abord pour obtenir un cessez-le-feu. La priorité, c'est d'accueillir les réfugiés, mais surtout d'obtenir un cessez-le-feu, d'être aux côtés des Ukrainiens pour leur apporter la solidarité la plus forte face à cette invasion, mais d'obtenir un cessez-le-feu. Nous devons tout faire pour éviter
l'embrasement du conflit. Et réunir 450 millions pour aider au niveau militaire l'Ukraine, c'est vraiment la meilleure solution pour obtenir un cessez-le-feu? C'est la question que nous devons ensemble avoir. Je vais rencontrer d'ailleurs cet après-midi le Premier ministre pour regarder quelle offre de paix la France peut faire, l'Union européenne peut faire pour faire en sorte que l'ensemble des protagonistes, y compris les pays d'Europe, puissent se retrouver autour d'une table pour trouver les moyens rapides, urgents d'un cessez-le-feu et d'obtenir un accord de sécurité globale pour l'ensemble des pays d'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Est-ce que la diplomatie, elle suffit vraiment? On a vu Emmanuel Macron essayer de discuter avec Vladimir Poutine, ça n'a pas porté ses fruits. Pourquoi ça marcherait dorénavant? Mais de toute façon, c'est ou la diplomatie ou la guerre. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des puissances détentrices de l'arme nucléaire se trouvent en face les uns des autres, avec une arme nucléaire qui n'est plus un tabou, sur une région du monde où la concentration d'armement n'a jamais été aussi importante. Et donc, où nous mettons tous nos moyens, toutes nos forces dans la diplomatie pour obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes de l'Ukraine, pour faire respecter l'intégrité des frontières de l'Ukraine, où nous nous engageons dans un conflit qui risque d'être une guerre mondiale impliquant des puissances nucléaires, ce qui met en cause l'avenir même de l'humanité. Donc il faut bien mesurer l'extrême gravité de la situation. Et réunir 450 millions pour aider militairement l'Ukraine, on se dirige plus vers une guerre justement avec cette mesure. C'est bien la raison pour laquelle je vous dis que la nécessité aujourd'hui, l'urgence est de faire confiance à la force de la diplomatie plutôt qu'à la diplomatie de la force. Faire confiance à la force de la diplomatie, aux sanctions politiques, économiques même, que nous devons faire peser sur les dirigeants russes, faire en sorte que cet après-midi, l'ensemble de la communauté internationale qui va se réunir à l'ONU, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui est enfin convoquée, pour que l'ensemble de la communauté internationale mette au banc la Russie et le gouvernement, le dirigeant Poutine, pour qu'il y ait une seule voix qui s'exprime de l'ensemble de la communauté internationale pour appeler au cessez-le-feu et au retrait des troupes. Il faut vraiment déployer tous les moyens politiques, économiques, diplomatiques pour obtenir ce retrait et mettre au banc la Russie et faire en sorte d'éviter l'embrasement du conflit et l'extension du conflit à l'ensemble des pays d'Europe et donc à l'ensemble des pays de l'OTAN derrière. Est-ce que l'Europe est véritablement assez unie pour faire face à la Russie, Fabien Roussel? C'est aujourd'hui, je pense, que nous avons une unité quand même grande au sein des pays de l'Union européenne au moins, puisque cette décision de déployer un budget et des armes en soutien à l'Ukraine en est un signe. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une unité de l'ensemble des pays de l'Union européenne pour ne pas participer à l'escalade guerrière. Et cette unité, on arrive à l'avoir aujourd'hui? Pour l'instant, tout le monde n'est pas sur la même position. Et c'est pour cela que la voix de la France sera importante pour qu'il y ait une ambition commune à obtenir la désescalade. Il ne faut pas en rajouter, puisque participer à cette escalade guerrière, ça veut dire se poser la question jusqu'où tout cela va-t-il nous conduire? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? C'est ça l'enjeu. On voit bien qu'en face, il y a un président russe totalitaire qui exerce un pouvoir de manière isolée, qui est complice des forces d'extrême droite européennes d'ailleurs. Et lui va jouer l'escalade militaire. Lui va tout faire pour que l'ensemble des pays de l'OTAN s'engagent de ce conflit. La question que nous devons nous poser, nous, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller, justement, et éviter l'embrasement et la généralisation du conflit. Autre point important dans cette Dernière crise, question, Andrea, le soutien de la France pour l'exclusion de la Russie du réseau SWIFT, un système de messagerie interbancaire essentiel utilisé par le monde de la finance à travers le globe. Une telle opération serait vue comme une bombe nucléaire financière d'après certains. Vous y êtes favorable? Oui, j'y suis favorable dans le sens où cela fait peser des sanctions économiques fortes sur les dirigeants russes. Je sais aussi que ceux qui vont en subir les conséquences, c'est le peuple russe. C'est pour ça qu'il faut tout de suite arriver à une solution négociée. C'est pour ça que j'en appelle aussi
au peuple russe et à ces manifestants qui appellent à la paix et qui sont sévèrement réprimés aujourd'hui dans plusieurs capitales russes, ce qui est extrêmement grave. Et ça pose aussi une question, c'est celle de la souveraineté alimentaire et énergétique des pays d'Europe. Et c'est une question que nous posons ici. Comment nous allons éviter, nous, d'en subir les conséquences avec la hausse des prix du blé, des céréales, de l'énergie? Ce sont des questions qui sont véritablement importantes et que nous devons aborder aussi. Merci Fabien Roussel. Merci beaucoup Adrien Hardy. On s'enchaîne. Oui, Fabien Roussel, vous l'avez dit, on enchaîne rapidement. Ce conflit bouscule largement la campagne présidentielle. Dans une moindre mesure, la question des parrainages vient elle aussi entraver la course à l'Elysée. Bonjour Quentin Leport. Bonjour Raphaël Bardona, bonjour Fabien Roussel. Est-ce que la campagne présidentielle doit être décalée à plus tard compte tenu de la guerre en Ukraine? La question, elle peut se poser, mais dans la mesure où la France n'entre pas directement en guerre, ce que je souhaite, et que la France n'est pas directement impliquée dans ce conflit, ce que je souhaite, il faut que cette élection puisse se tenir, parce que sinon, c'est donner raison quelque part à Poutine de faire reculer la démocratie dans notre pays. Et donc, de la même manière, quand notre pays était secoué par des attentats terroristes, nous devons faire vivre la démocratie dans notre pays et montrer que la démocratie vit toujours ici et qu'elle peut s'exercer. Est-ce qu'on doit accorder plus d'importance à l'élection présidentielle dans les jours à venir malgré la guerre qui a lieu actuellement en Ukraine? Le débat parmi nous, parmi les différents candidats, doit avoir lieu pour que les Français puissent choisir en conséquence, puissent choisir véritablement les programmes des différents candidats. C'est déterminant pour les 5 ans qui viennent, pour la politique nationale, pour la question du pouvoir d'achat, la vie chère, pour les salaires, qui sont des sujets qui me préoccupent beaucoup. Mais c'est déterminant aussi pour savoir qui sera demain le chef des armées, qui demain sera à la tête du pays. Est-ce que ce sera un va-t-en-guerre ou est-ce que ce sera quelqu'un qui démultipliera tous les efforts en faveur de la paix, en faveur d'un cessez-le-feu là-bas en Ukraine? Est-ce que la crise actuelle, justement, ne va pas détourner la campagne présidentielle des sujets auxquels s'intéressent le plus les Français, à savoir le pouvoir d'achat, l'éducation, la sécurité ou encore l'environnement? C'est un risque, mais la question de la paix est aussi préoccupante pour l'ensemble de nos concitoyens. Ils sont inquiets aujourd'hui de savoir comment ce conflit aux portes de l'Europe va avoir des conséquences sur leur vie, sur l'avenir de leurs enfants, de nos enfants, sur notre pouvoir d'achat. Et vous avez raison, cette préoccupation, elle est très forte. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de l'aborder, je souhaite, et j'en appelle ici, je vous le dis à cette antenne, qu'il y ait une conférence nationale urgente sur les céréales, sur la production des céréales dans notre pays pour pouvoir assurer une garantie des prix, une fixation des prix pour faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de répercussions sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Nous voyons que cette guerre va avoir des conséquences importantes sur le coût de l'énergie, mais aussi sur le cours du blé. Eh bien, il faut tenir rapidement une conférence nationale réunissant l'ensemble des céréaliers avec l'État pour pouvoir garantir des prix fixes pour la population et l'ensemble des entreprises qui desservent le pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat d'Emmanuel Macron qui a dit, après un conseil de défense le 24 février dernier, que la guerre en Ukraine constitue un tournant dans l'avenir de l'Europe? C'est un tournant dans l'avenir de l'Europe. C'est même un tournant pour l'humanité. Pour la première fois, des conflits, des pays qui possèdent l'arme nucléaire se retrouvent opposés, que ce soit la Russie d'un côté et de l'autre les forces de l'OTAN. C'est donc extrêmement grave. Jamais cela n'était arrivé depuis les 2 précédentes guerres mondiales. C'est bien la raison pour laquelle tout doit être fait pour éviter une 3e guerre mondiale dont les conséquences seraient terrifiantes. Et c'est à cela aussi que nous devons penser pour obtenir tous les gestes possibles en vue d'un cessez-le-feu et d'arrêter l'escalade de la guerre. Vous avez publié vendredi 25 février des documents pour répondre aux accusations qu'a portées Mediapart à votre rencontre. Dans une enquête, puis avec un article contenant l'enregistrement d'un contenu téléphonique, les journalistes d'investigation du journal ont dit que vous auriez été salarié comme assistant parlementaire de 2009 à 2014 en tant qu'attaché parlementaire sans travailler. Vous avez démenti catégoriquement avoir occupé un emploi fictif auprès du député du Nord, Jean-Jacques Candelier. Pourquoi de telles révélations de la part de Mediapart ont-elles eu lieu, Fabien Roussel?
C'est d'abord à eux qu'il faut poser la question. Bien sûr, ce n'est pas anodin en pleine période présidentielle et dès qu'un candidat sorte du bois, que le bal-trap s'ouvre. Et certainement que j'en paye le prix. Après, je respecte le travail des journalistes et face à ces demandes et ces accusations graves qui sont dures d'ailleurs, parce que quand on connaît le travail d'un député communiste et le travail de ses assistants qui sont bien souvent aussi des militants communistes et notre engagement sur le terrain dans des circonscriptions très populaires qui subissent la désindustrialisation, ce sont des accusations qui nous touchent fortement. Je fais donc le travail de transparence que l'on me demande, mais j'ai bien vu que quelles que soient les preuves, les éléments que j'apportais, de toute façon, c'est à charge et que ça ne suffira jamais. Plus je me fous à poil et plus on me demande d'être nu. Donc, qu'est-ce que vous voulez, moi, à un moment donné, je poursuis ma campagne de terrain en direction des Français et puis voilà. Vous estimez que vous faites l'objet d'une instrumentalisation de la part de certains de vos opposants politiques suite à cela? Non, je préfère pas commenter les raisons pour lesquelles une telle enquête sort aujourd'hui et poursuivre ma campagne de terrain en direction des Français et rien ne m'en détournera. Pourquoi aviez-vous à l'époque un double statut à la fois de secrétaire départemental du Parti communiste du Nord et d'attaché parlementaire? D'abord, quand Jean-Jacques Candelier m'a embauché comme assistant parlementaire, je n'avais pas cette responsabilité-là. C'est donc pas pour cette raison qu'il m'a embauché. Et puis ensuite, quand on connaît un petit peu notre fonctionnement, nous sommes un parti avec encore beaucoup de militants, beaucoup d'élus. Eh bien, nous avons un fonctionnement collégial, collectif à la tête des directions nationales comme départementales et avec des activités donc bénévoles dans nos instances de direction. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis député et secrétaire national du Parti communiste français et je ne perçois aucune indemnité de la part du PCF pour exercer cette responsabilité nationale. Je l'exerce bénévolement. Vous concevez qu'aux yeux des citoyens, surtout après l'affaire Fillon survenue durant la campagne présidentielle de 2017, les accusations que porte Mediapart puissent semer des doutes? Bien sûr, c'est pour ça que je produis des éléments prouvant le travail que j'ai pu mener pendant toutes ces années. Je suis soucieux de faire ce travail de transparence, mais quand même, il n'y a rien à comparer avec l'affaire Fillon. D'abord, je ne couche pas avec Jean-Jacques Candelier, j'ai aucun lien de famille avec lui, ça se saurait. Et puis, parler d'enrichissement personnel, quand on parle des élus communistes ou des militants communistes, vous savez que moi, par exemple, je vous le dis ici sur votre antenne, je reverse une partie de mes indemnités de député à mon parti. Tous les mois, je reverse 2 000 euros à mon parti, 24 000 euros par an. Donc, en matière d'enrichissement personnel, il y en a qui font mieux quand même. Moi, nous faisons le choix de ne pas conserver la totalité des indemnités que l'on nous donne, parce que chez nous, il n'y a pas d'enrichissement, justement, quand on s'engage en politique, que ce soit en tant qu'assistant ou que ce soit en tant qu'élu. Dernière question rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que vous allez être en mesure de mener le reste de votre campagne comme vous le souhaitez, en gardant la dynamique que vous aviez jusqu'à présent, ou alors allez-vous être associé aux accusations que vous porte Mediapart? Ça, d'abord, vous partez une partie de la réponse, puisque vous venez de m'interroger longuement sur ce sujet, et pendant ce temps-là, je ne peux pas parler du reste. Mais moi, en tout cas, de mon côté, rien ne me détournera de cet engagement que j'ai à défendre des jours heureux pour l'ensemble des Français, à m'opposer à la vie chère, à faire en sorte que chacun puisse vivre avec son travail, avec un salaire, avec une bonne retraite, et à ce que l'on puisse avoir en France une forme d'autonomie alimentaire qui m'est tout aussi chère qu'à beaucoup de ceux qui participent à ce salon aujourd'hui. Merci Fabien Roussel. Merci. Quentin Leport. Fabien Roussel, pour l'agriculture et l'alimentation, vous avez présenté 13 propositions, entre autres revalorisation des retraites agricoles, transformation de la PAC ou encore la création d'un fonds alimentaire national de 10 milliards d'euros. Un point sur vos propositions que nous faisons avec vous, Axel Reybois. Bonjour Raphaël Bardena, bonjour Fabien Roussel. Bonjour.
13 propositions, donc. Est-ce que c'est pas un peu court lorsqu'on prétend vouloir refaire entièrement le système agricole français et l'alimentation? Ces 13 propositions regroupent un certain nombre de propositions que nous avons élaborées ces dernières années, y compris avec la profession agricole. Elles englobent autant l'incitation à ce que des jeunes s'engagent dans cette profession, mais aussi à assurer la garantie des revenus, à faire en sorte que ceux qui s'engagent dans cette profession puissent vivre dignement de leur travail. Elle se fixe donc pour objectif aussi de pouvoir garantir des revenus à l'ensemble de la profession, à restaurer une véritable filière, y compris en matière d'élevage, dont on voit que tous les ans, elle diminue et qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui en déficit même de pouvoir fournir en viande française l'ensemble de la population. Donc nous voulons autant apporter des réponses à l'échelle nationale que des réponses à l'échelle européenne pour promouvoir cette agriculture française et pouvoir la défendre. Alors justement, vous parlez donc des salaires, des retraites également. C'est un grand enjeu de votre campagne. Aujourd'hui, donc les retraites agricoles, elles sont au minimum à 85% du SMIC. Alors j'imagine, si le SMIC augmente avec vous en tant que président, j'imagine qu'aussi les retraites agricoles augmenteront? D'abord, cette bataille pour les retraites agricoles, que ce soit pour les retraités, que ce soit pour les conjoints ou les aidants. Et je dis ça en sachant que le combat que nous avons porté avec André Chassaigne pour revaloriser les retraites agricoles est à mettre à l'honneur des députés, des sénateurs et sénatrices communistes, puisque c'est nous qui avons mené ce combat et qui avons... Vous voulez mettre les retraites agricoles au minimum au SMIC, donc, non, mais permettez-moi juste de dire que ce que l'on a fait, c'est déjà bien. Non, mais je précise justement... Si je ne le dis pas, il n'y a personne qui le dit. Donc on a réussi à obtenir cela avec la profession, et c'est donc important. C'est quelques centaines d'euros. Ce n'est pas au niveau de ce que nous demandions, mais c'est quelques centaines d'euros chaque mois qui tombent pour cette profession, c'est important. Oui, ce n'est pas suffisant. Et oui, cela doit aller avec l'augmentation du SMIC, puisque même le SMIC aujourd'hui ne permet pas de vivre dignement. Et donc les retraites agricoles doivent suivre le même mouvement que nous préconisons, c'est de faire en sorte que le SMIC permette de vivre de son travail, mais que aussi une vie au travail avec une bonne retraite permette de vivre dignement. C'est tout le sens de notre combat, c'est que les richesses que nous produisons puissent financer véritablement des salaires et une bonne retraite. Fabien Roussel, qui est responsable de ça selon vous? Le fait qu'aujourd'hui, quand on travaille toute sa vie avec des horaires extrêmement compliqués en tant qu'éleveur, en tant que producteur français, on finisse avec donc des retraites misérables qui ne permettent pas, vous dites, donc de vivre correctement. Quand ça se fait, ça? Une partie des richesses produites par le travail. Ici, dans la profession agricole, on produit des richesses par le travail, en transformant, en élevant. C'est du travail. C'est autre chose que de spéculer en bourse. Ça produit rien du tout. Mais la spéculation, ça rapporte beaucoup. Même aujourd'hui, le blé, le maïs les céréales deviennent des actifs financiers. Aujourd'hui, des banques proposent d'investir dans des actifs financiers au détriment des éleveurs, c'est ce que vous dites. Voilà. Le blé va s'échanger plus de 50 fois en une année avant de tomber dans notre assiette. C'est ça le scandale. C'est-à-dire qu'on fait de l'argent avec de l'argent au lieu de gagner de l'argent en produisant. Et donc, il faut faire en sorte que le travail productif, celui de la transformation, celui de l'élevage, notamment dans toutes ces filières, rapporte plus. Or, une partie de cette marge, de la valeur ajoutée, est captée aujourd'hui par la grande distribution, par l'industrie alimentaire, par ces grosses... Vous dites captée, est-ce que vous considérez qu'elle est volée aux producteurs, aux éleveurs? Captée, volée, vous pouvez employer tous les mots. C'est la même chose pour vous. Toujours est-il que, on le voit dans l'Observatoire de la transparence sur les marges, que oui, le producteur, à la base, n'est pas payé au niveau de ses investissements. Et par contre, une grosse partie de la marge est captée par tout ce qui est au-dessus, par l'industrie, par la transformation et par la grande distribution. C'est pour ça que nous proposons que l'État puisse intervenir pour mieux répartir la marge, et notamment avec l'introduction des coefficients multiplicateurs qui existent dans certaines filières. C'est possible de le faire et de l'étendre à toutes les filières, notamment quand des éleveurs, des producteurs se retrouvent aujourd'hui à vendre à perte. Il ne doit plus être possible de vendre à perte, sinon
personne ne va s'engager dans cette profession. Or, il y a un véritable défi de retrouver 500 000 exploitations agricoles d'ici 2050 et c'est l'objectif que nous fixons. 500 000 agriculteurs d'ici 2030, effectivement, c'est ce que vous proposez dans votre programme, Fabien Roussel. Alors, la dernière décennie, on a d'ailleurs eu une baisse de 21% des agriculteurs. On a perdu 100 000 exploitants en 10 ans. Aujourd'hui, ils sont donc 389 000. Comment est-ce qu'on inverse la tendance? Vous voulez donc revaloriser donc les retraites et également les revenus des agriculteurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez mettre en place pour pouvoir inciter peut-être une nouvelle génération d'agriculteurs à se lancer? Bon, il y a la bataille à l'échelle de l'Union européenne où nous voulons que la PAC se transforme en politique agricole et alimentaire commune et donc de faire en sorte que les aides européennes soient apportées en fonction des actifs dans une exploitation et qu'elles soient réservées d'abord aux exploitations de taille humaine. Ça, c'est un combat que nous devons mener à l'échelle de l'Union européenne. Mais en France, je propose la création d'un fonds doté de 10 milliards d'euros pour permettre de développer les cantines scolaires de la maternelle jusqu'au lycée et faire en sorte que ces cantines proposent des plats avec des produits locaux à 1 euro pour tous nos enfants. Ça va inciter des gens à se lancer dans l'agriculture? J'y vais. Il y a 2 sujets. Il y a d'un côté inciter nos enfants à manger bien, à manger du bon et à manger du français, du local. C'est donc élever nos enfants au goût et ça c'est important. Et ensuite, c'est faire en sorte que ces investissements dans la transformation de nos cantines et dans la formation pour inciter à travailler sur des filières locales, ça sert de débouché aussi à des exploitations, à des exploitants agricoles localement. C'est pour nous un débouché important. Les cantines scolaires, les cantines professionnelles, les cantines de l'État dans toutes les professions que nous avons. Ce sont là des débouchés importants qui doivent d'abord servir les producteurs français. Mais alors, donc, vous voulez, voilà, avec les cantines, avec donc ces aides là pour avoir une meilleure alimentation, donc inciter la nouvelle génération à s'intéresser et pouvoir peut-être se lancer. Donc, si on comprend bien, il n'y aura pas d'aide ou de prime, par exemple, pour se lancer lorsqu'on est un jeune producteur, pouvoir financer son exploitation? Alors, il y a des aides à apporter à l'installation et notamment des prêts à taux zéro permettant d'avoir un capital pour des jeunes. Et nous proposons même des prêts bonifiés. C'est-à-dire que quand on emprunte 100, on rembourse 80. Quand il s'agit de créer une exploitation, d'ouvrir une exploitation, d'embaucher, de créer de l'emploi, nous proposons 200 milliards d'euros de prêts bonifiés. On emprunte 100 et on rembourse 80. Mais dans les mesures, nous voulons aussi protéger le marché français. Il nous faut des clauses miroirs sur les produits d'importation pour faire en sorte que les producteurs français aient véritablement un débouché. Or, aujourd'hui, ces clauses miroirs n'existent pas. Il faut pouvoir les mettre en œuvre. Par exemple, les antibiotiques utilisés dans l'élevage, dans des pays, dans de la viande importée de l'étranger, avec des bêtes qui sont bourrées d'antibiotiques, c'est terminé. Nous, les agriculteurs français, donc de produits qui ne respectent pas les normes européennes. Voilà. Il faut véritablement mettre en place des clauses miroirs pour que ce qui est issu de l'importation respecte les mêmes normes que nous imposons aux agriculteurs français. Alors, dernière question, Fabien Roussel. Donc, vous êtes le candidat du Parti communiste français. Vous voulez naturellement taxer les multinationales comme Uber Eats et Deliveroo, qui sont donc dans l'agroalimentaire et dans la restauration hors domicile. Vous faites quoi donc lorsque ces entreprises disent ce qu'elles disent à tous les gouvernements jusque-là, c'est-à-dire non, on ne paiera pas? Comment est-ce que vous voulez les forcer? Nous sommes en pleine crise aujourd'hui et nous avons besoin de faire appel à la solidarité nationale de tous. Je ne comprendrai pas qu'aujourd'hui, les multinationales les plus riches disent, y compris là en pleine guerre, nous, on ne paye pas, on s'en va. Bonjour le patriotisme. Bonjour le patriotisme économique. Uber, ce n'est pas forcément une entreprise française. Elle doit avoir un patriotisme français, selon vous? Non, mais oui, moi, je fais appel. Je fais appel. Vous faites appel uniquement à leur bon cœur. Donc. Mais ce n'est pas le bon cœur. L'ISF, c'est un impôt de solidarité sur la fortune. Faire en sorte de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale en imposant les bénéfices des multinationales, en leur imposant le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales avant que ça parte dans les paradis fiscaux, ce sont des mesures
qui permettent justement de faire en sorte que nos richesses restent en France et participent à l'effort national d'investissement dans les services publics, de soutien aux exploitants agricoles avec ces prêts bonifiés, par exemple. Et donc, il faut faire appel à cette solidarité nationale, mais mettre en place des mesures, des lois qui vont faire en sorte que nos richesses restent en France et servent la France. Enfin, quand même, c'est quand même la moindre des choses que de se battre à cela quand on voit la crise dans laquelle nous sommes après ces 2 ans de pandémie. Merci Fabien Roussel. Merci Axel Rebov. C'est le moment de conclure 2022 l'invité. Merci Fabien Roussel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le candidat du Parti communiste français. Je vous souhaite une très bonne journée Merci sur à vous. le salon de l'agriculture. Merci également à tous les journalistes qui vous ont interviewé. Chez vous, vous restez avec nous tout de suite. C'est à travers champs. Merci.